Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le bilan du Forum mondial de l'innovation et de la souveraineté vaccinale tenu ce 20 juin à Paris. Plusieurs dirigeants africains ont fait le déplacement pour assister au lancement de l'accélérateur de la production des vaccins en Afrique, un mécanisme financier qui doit soutenir le continent dans sa quête d'indépendance vaccinale. Hausse des échanges commerciaux intra-africains en 2023. Ils ont augmenté de 7,2% pour atteindre 192 milliards de dollars. Une performance divulguée par la Banque africaine d'import-export Afreximbank. Et puis le retour du quai 54 à Paris pour une 21e édition. Particularité cette année, le tournoi se tiendra en intérieur. Après Roland-Garros l'année dernière, les matchs se disputeront au stade Pierre de Coubertin. Mais tout d'abord, la nomination au Malawi d'un nouveau vice-président. Ce 20 juin, le président Lazarus Chakwera a nommé à ce poste Michael Ussi. Il occupait jusqu'ici la fonction de ministre des Ressources naturelles et du changement climatique. Le nouveau vice-président succède à Saulos Chilima, décédé des suites d'un accident d'avion survenu le 10 juin dernier. 10 passagers se trouvaient à bord et aucun n'a survécu. Alors qu'il devait se rendre à Mzuzu, l'appareil n'a pas pu atterrir en raison du mauvais temps. Il a ensuite disparu des radars. Les autorités se sont engagées à ouvrir une enquête indépendante. Dans l'actualité également, les présidents français et sénégalais ont pris part au Forum mondial pour l'innovation et la souveraineté vaccinale. Un rendez-vous organisé ce jeudi au ministère français des Affaires étrangères et pour lequel plusieurs autres chefs d'État africains ont fait le déplacement. Parmi eux, le président rwandais, Paul Kagame, mais aussi son homologue du Ghana, Nana Akufo-Addo. Un forum aux enjeux importants pour le continent qui poursuit sa quête d'indépendance vaccinale. Temps fort de cet événement, le lancement de l'accélérateur de la production des vaccins en Afrique, un mécanisme financier qui vise à fabriquer localement d'ici 2040 au moins 60% des doses de vaccins nécessaires au continent. Écoutons à ce propos Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. La première exigence de notre sommet est d'unir fortement nos voix et surtout nos efforts pour changer cet insupportable paradigme. Je dois cependant mettre en exergue que malgré l'importance des rencontres internationales dont celle qui nous réunit aujourd'hui, l'Afrique ne saurait puiser qu'en elle-même les ressources de son salut. La souveraineté sanitaire, vaccinale notamment, comme la souveraineté politique, se conquiert. Il faut la considérer comme telle. Il faut la gagner comme telle. Ce n'est pas pour rien que l'agenda 2063 et l'agenda 2030 les ont inscrites en tête des priorités et ambitions à réaliser. L'indépendance et la liberté des nations et des peuples africains resteront profondément lacunaires tant que cette bataille n'est pas gagnée. Dans le reste de l'actualité, la colère de la rue ne faiblit pas au Kenya. Des milliers de citoyens se sont rassemblés ce jeudi dans plusieurs villes du pays. Une nouvelle mobilisation initiée par le mouvement Occupy Parliament, lancé il y a peu sur les réseaux sociaux. Leur cri de colère, le projet de loi de finances 2024, projet qui instaure notamment une taxe de 16% sur le pain. Un mécontentement qui a été entendu par les autorités. Le gouvernement a retiré le 18 juin la plupart des taxes incluses dans ce projet de loi. Mais avec cette nouvelle manifestation, les Kenyans semblent vouloir aller plus loin. Certains réclament même le départ du président William Ruto. La mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine semble porter ses fruits. D'après la Banque africaine d'import-export, les échanges commerciaux intra-africains ont connu en 2023 une croissance de 7,2%. Ils ont atteint 192 milliards de dollars, des échanges qui par ailleurs ont été principalement stimulés par l'Afrique australe. Les précisions de Philomène Tine.
Le commerce intra-africain a atteint le seuil des 192 milliards de dollars en 2023. Selon le rapport présenté officiellement mercredi 12 juin 2024 par la Banque africaine d'import-export Afreximbank, il s'agit d'une croissance de 7,2%. Le rapport révèle par ailleurs que le commerce intra-régional a représenté 15% du total des échanges commerciaux du continent durant l'année écoulée contre 13,6% en 2022. Si vous voulez voir une croissance dans le commerce intra-africain, la première chose est de voir nos pays africains échanger davantage les uns avec les autres lorsqu'il s'agit de leur commerce. Alors, la deuxième chose, c'est le pourquoi nous échangeons. Nous échangeons parce que nous voulons créer des emplois. L'Afrique australe est devenue la région présentant le potentiel d'exportation le plus important du continent africain. La part de cette région a été évaluée à 41,4% de l'ensemble des échanges entre les pays du continent en 2023, contre 25,7% pour l'Afrique de l'Ouest, 14,1% pour l'Afrique de l'Est, 12,4% pour l'Afrique du Nord et 6,6% pour l'Afrique centrale. Pour augmenter la part de l'Afrique en termes de commerce mondial, il faut commencer par les bases. Et les bases, c'est s'assurer qu'il y ait une valeur ajoutée en termes de ressources et des usines africaines. Sans cela, il n'y a pas de pas possible pour l'Afrique d'augmenter sa part dans le commerce mondial. Cette résilience qu'a connue le commerce intra-africain en 2023 serait attribuable à la mise en œuvre continue de la zone de libre-échange continentale africaine. Cependant, les experts indiquent que la dynamique commerciale du continent révèle un potentiel inexploité substantiel, en particulier dans des produits tels que les machines, l'électricité, les véhicules et pièces automobiles, les produits alimentaires, les minéraux, entre autres. Au Bénin, les autorités redoublent d'efforts pour améliorer les performances des filières soja et anacarde, filières qui ont enregistré une hausse de leur production de 2022 à 2023. Pour les rendre davantage performantes, le gouvernement a annoncé une réorganisation des interprofessions anacarde et soja. Elle sera mise en œuvre par la Chambre nationale d'agriculture. Les explications de Marie-Raphaël Antolo. Au Bénin, la production de soja est passée de 421 886 tonnes en 2022 à 520 929 tonnes en 2023, tandis que celle de l'anacarde était estimée à 203 844 tonnes en 2023 contre 187 033 tonnes en 2022, soit un accroissement de 9,0% selon la direction de la statistique agricole nationale. Pour améliorer la chaîne de valeur de la filière soja et anacarde, le gouvernement du Bénin a annoncé le 19 juin 2024 la réorganisation des interprofessions d'anacarde et de soja en vue de l'établissement d'accords cadres avec l'État. L'ambition ainsi affichée des autorités est de favoriser la transformation de la totalité de la production nationale de cajou et du soja par des usines locales pour plus de valeur ajoutée. Depuis ces dernières campagnes agricoles, grâce au soutien de l'État, la production d'anacarde et de soja est en constante augmentation, aussi bien que les exportations qui en découlent. Ces filières sont portées par des familles d'acteurs réunis en interprofession pour l'anacarde, qui, quoique ne remplissant pas toutes les conditions de représentativité au sens de la réglementation en vigueur, fournissent une importante quantité de ces deux produits sur le marché. L'organisation en interprofession devrait améliorer la performance globale de ces deux filières avec pour retombée, entre autres, l'amélioration des prix aux producteurs. Selon les observateurs, les acteurs ne remplissent pas toutes les conditions de représentativité au sens de la réglementation en vigueur, qui est notamment de se constituer en interprofession. S'agissant du soja en particulier, les acteurs ne sont pas encore en interprofession, mais les producteurs sont organisés au sein de l'Union nationale des coopératives de producteurs de soja du Bénin, représentées dans 50 communes sur les 77. Le gouvernement béninois a ainsi confié la réorganisation des interprofessions anacarde et soja à la Chambre nationale d'agriculture qui mettra en place un comité national d'orientation et un comité technique de mise en œuvre du processus de restructuration.
Direction à présent le Cameroun qui abrite depuis ce mercredi les réunions des comités techniques de l'Association de gestion des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Réunion organisée à Kribi en présence du ministre camerounais des Transports Jean-Ernest Masséna Ngalé Bibé qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Leurs enjeux, proposer des solutions concrètes en matière de sécurité maritime et protection de l'écosystème marin. Reportage de notre correspondant Séverin Douqueux. Les épaves peuvent constituer un danger tant pour l'environnement que pour la sécurité des flottes maritimes. Constat partagé par les experts du Comité Sûreté Maritime, Protection de l'Environnement et Exploitation de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, AGPAOC, réunis dans la ville balnéaire de Kribi au Cameroun du 19 au 21 juin 2024. La question est actuelle à l'heure où les impératifs en matière de protection de l'environnement et du climat se posent pour les États. Comme on le sait, ces épaves constituent un risque pour l'ensemble de nos ports en termes de sécurité maritime. Parce que, en fonction de la position de ces épaves-là, ils peuvent constituer un risque pour les navires. C'est aussi les risques de pollution qui peuvent survenir, parce que ces épaves contiennent tout ce qui est déchets en termes de produits hydrocarbures et d'autres déchets toxiques. Et tous ces produits-là constituent un risque en termes de sécurité pour les intervenants au niveau du port, et également des risques de pollution. Les épaves sont de véritables obstacles au bon fonctionnement des ports. En 2018, environ 80 navires ont été recensés menaçant l'espace portuaire de Douala, mais aussi l'environnement, notamment à cause des hydrocarbures qu'ils contenaient, de la rouille produite, véritable danger pour l'écosystème marin. Le débarras avait coûté au port un peu plus de 4,5 milliards de francs CFA et près de 8 mois de fonctionnement au ralenti. La gestion des épaves est ainsi impérative pour un meilleur rendement de l'activité portuaire. Dans les ports, on met les dispositions de telle sorte que quand un bateau arrive, il fasse son escale normalement et qu'il sorte. Pourquoi? Parce que pour les amateurs, faire son escale dans les délais requis, c'est un gain financier et un gain de temps. Il y a eu des cas d'accident, il y a eu des cas de retardement. C'est pour cela que la gestion des déchets des épaves est très 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 importante pour les armateurs, pour les ports. Trouver des solutions en faveur du renforcement de la sécurité des personnes et des biens dans l'espace maritime, tout en protégeant l'écosystème marin, c'est l'objectif des réflexions que mène le Comité Sûreté Maritime et Environnement de l'AGPAOC. Les travaux devraient déboucher sur la proposition de nouvelles pratiques en matière de gestion des déchets marins. Du sport à présent avec ce tournoi qui associe basketball, hip-hop et culture urbaine. Le Quai 54 est de retour à Paris pour une 21e édition. Le rendez-vous est donné les 22 et 23 juin au stade Pierre de Coubertin. Cette année, l'Afrique sera représentée par des joueurs venus du Cap-Vert ou encore de la Guinée. Le point avec José Douglas. L'élite mondiale du basket devrait encore se retrouver pendant ce week-end du 22 et 23 juin à la salle Pierre de Coubertin à Paris pour le Quai 54 pour la première fois de son histoire. Un rendez-vous devenu incontournable pour les passionnés de la balle orange. L'an dernier, c'est le cours Simone Mathieu de Roland-Garros qui a accueilli l'événement qui célébrait ses 20 ans. Inutile de vous dire que les performances et les spectacles seront garantis à cette occasion. Petit échantillon de 2023. Choisi par Rujo Kemba, qui est le président de l'association Elite Congo, qui a choisi les joueurs dans différents secteurs à l'échelle mondiale. Déjà c'est un tournoi de street, donc le fait de pouvoir participer avec les collègues de l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est vraiment une bonne chose. L'équipe angolaise, c'est moitié suisse, c'est moitié angolaise. On a des joueurs angolais, on a 5 joueurs. C'est comme il y a sur le maillot, il y a Tunisie, Maroc et Algérie. Voilà, donc c'est une équipe avec des représentations des 3 pays. Parce que c'est l'un des plus grands tournois au monde de basket streetball, parce que c'est l'identité de la BL, on voit beaucoup de convergence entre le Quai 54 et la BL. Ce rendez-vous a également un double objectif, sensibiliser sur l'importance du sport en tant que vecteur d'inclusion sociale et de développement personnel, et il faut s'attendre, comme chaque année, à une programmation musicale très riche. On s'est inspiré du mythique Rucker Park de New York, mais on voulait l'adapter à notre sauce. C'est un rendez-vous incontournable. Les rappeurs viennent aussi parce qu'ils ont tous joué au basket.
Le Rucker Park est un terrain de basket de streetball situé dans le quartier de Harlem à New York. Il est connu pour avoir vu jouer de nombreux joueurs célèbres. En 2023, c'est Fusion, menée par Gershon Yabusele, qui s'est imposé pour la 7e fois au hockey 54, abattant l'élite Congo 70-41. Le titre MVP était attribué à Nadir Ifi. Et chez les féminines, le PB18 battait en finale Concrète Lyon 42-32 points. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.